Bonjour, ici Naomi et Catherine. Bienvenue dans la saison 1 de notre podcast Famille en Affaires HEC Montréal, un podcast par et pour les entreprises familiales. Chaque semaine, avec nos invités, plongez dans le monde des entreprises familiales à travers des témoignages captivants pour découvrir leur histoire, leurs défis, ainsi que les moyens qu'ils ont utilisés pour assurer le succès de leur entreprise. Pour d'autres ressources adaptées à votre réalité de famille en affaires, visitez notre site web familleenaffaires.hec.ca. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast Famille en Affaires, un podcast dédié aux entreprises familiales propulsé par Famille en Affaires HEC Montréal. Aujourd'hui, nous découvrons comment partir une business en couple à l'étranger avec Elisa Grosselet et Nicolas Iglesias, fondateurs de Civision, une entreprise qui dépasse les frontières conventionnelles de l'analyse de données. Civision est bien plus qu'une entreprise. C'est le résultat de l'ambition d'un couple qui a choisi de construire ensemble leur projet de vie au travail. Pourtant, nous ne le remarquons pas, mais on passe plus de 75% de son temps au travail au cours d'une journée. C'est pourquoi, avec Elisa et Nicolas, nous verrons comment ils ont su unir leurs forces et leurs visions pour ériger Civision. En se lançant ensemble dans cette aventure entrepreneuriale, ils ont démontré une capacité remarquable à transformer les défis en opportunités. Bonjour Elisa et Nicolas, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, mais ça va bien ? Oui, très bien. Ça va bien aussi. Merci beaucoup à vous deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Puis sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Donc, je pense qu'il serait d'abord un petit peu sage de revenir sur votre histoire pour comprendre qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer en affaires ensemble. Donc, on s'est rencontrés dans un même cabinet de conseil en développement économique en France. Et puis, au départ, Elisa, elle était déjà dans l'entreprise, moi non. On s'est directement plu tous les deux. Et sauf que moi, je devais rester seulement 3 mois au sein de la même agence. Puis ensuite, il fallait que je parte à plus de 9 heures de route. C'est là qu'on a pris conscience aussi que finalement, on passait les 3/4 de notre temps en entreprise, avec des collègues, pas forcément avec les personnes qu'on aime. Et puis, ça nous a donné le goût de dire, OK, pour le futur, si on veut pouvoir consacrer notre temps ensemble, il va falloir aussi qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça a été le premier électrochoc qui a fait qu'on voulait travailler tous les deux. Et par la suite, avec la crise Covid, on était tellement en contact avec des startups qu'on s'est dit, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi on ne pourrait pas créer notre propre entreprise ? Là, au moins, on est sûr et certain de pouvoir travailler ensemble sur un projet qui va nous intéresser. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de partir en entrepreneuriat. Au Québec, comme ça, on était sûr de changer de vie, puis d'aller dans des terres qui, pour nous, étaient inconnues, mais aussi excitantes pour vivre l'aventure. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a démarré l'entreprise. Puis, on a vu la base entrepreneuriale du HEC depuis la France, parce qu'on avait fait comme une comparaison avec les incubateurs qui existaient en France et puis à l'étranger. Donc, on est tombé sur la base entrepreneuriale. Le programme nous a vraiment plu. Il était fourni. Notre perception, il était complètement en phase avec nos valeurs. Donc, on s'est inscrit au HEC d'abord. Comme étudiant, on a repris nos études parce que pendant la Covid, on n'avait pas de possibilité de venir avec un autre visa. Donc, on a repris nos études aussi pour monter en compétences. Donc, moi, en entrepreneuriat, parce qu'on ne connaît pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. On n'a pas des personnes autour de nous qui ont monté un projet d'entreprise. Et puis, Nicolas, plus en analytique d'affaires. On a participé au concours du parcours Rémi Marcoux de la base entrepreneuriale. On a été acceptés. Et de là a débuté toute la belle aventure de Civision qu'on connaît aujourd'hui. Et je me demandais pourquoi avoir choisi de partir une entreprise dans les données. C'est quoi un petit peu votre proposition de valeur ? Qu'est-ce que vous amenez avec Civision ? Nous, au départ, on avait remarqué que les municipalités n'avaient pas forcément toutes les données disponibles pour bien aider leurs entreprises, leur population, dans les investissements, dans les enjeux qu'il y avait à faire au sein de la municipalité. Donc, on a démarré l'entreprise en se disant, et si on les aidait à mieux connaître leurs entreprises, à mieux connaître leurs citoyens à travers des données très géolocalisées. Aujourd'hui, on s'élargit un peu plus, on aide finalement toutes les organisations à mieux connaître leurs clients. Puis on le fait à travers une carte interactive qui est boostée à l'intelligence artificielle, qui comprend plus de 40 jeux de données. Et ça leur permet
2-3 minutes et en 3 étapes, d'avoir des informations très précieuses sur leurs clients. Par exemple, segmenter leurs clients sur 2-3 rues précises autour d'un local d'activité qui pourrait les intéresser concernant des commerces de détail. Pour les municipalités, pouvoir faire des rapports très rapidement sur une municipalité, c'est quel type de population y vit, quelles sont les personnes qui sont en désert alimentaire, quelles sont les personnes qui n'ont pas accès au transport en commun au sein de ma municipalité. C'est toutes ces questions auxquelles on peut répondre à travers notre technologie. Et en plus de ça, les municipalités ou les entreprises peuvent intégrer leur propre base de données à l'intérieur pour l'enrichir encore plus et que ce soit beaucoup plus personnalisé. Et d'ailleurs, ce qui est le fun, c'est qu'on a fait appel à vous aussi, chez Famille en Affaires, dans le cadre de notre étude sur les entreprises familiales au Québec, qui s'appelle l'album de famille, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site web pour le moment en version plus papier ou digitale. Mais on a travaillé du coup avec vous pour le faire de manière plus interactive, utiliser les mêmes plateformes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus, vu que c'est vous qui au final avez construit toute la plateforme derrière? Oui, c'était un projet vraiment excitant en fait. L'album de famille, comme toutes les enquêtes qui sont faites jusqu'à présent, rendent un format papier de l'enquête, un document. Et puis souvent, c'est 5-6% de l'étude qui est vraiment mise en avant. Là, le fait de le digitaliser, le fait de le mettre sous une plateforme, ça permet non seulement d'accéder à l'entièreté de l'étude, mais en plus de permettre aux personnes qui sont intéressées sur un ou deux sujets d'aller chercher l'information dans l'enquête, de rendre la découverte dans l'enquête beaucoup plus interactive pour les personnes, et puis pour des professionnels de mieux apprendre à connaître quelles sont ces entreprises familiales. Puis quand j'aide une entreprise familiale en particulier, par exemple sur un secteur particulier, c'est quoi les enjeux auxquels ils font face, quel type d'accompagnement ils ont besoin, quels sont l'âge des personnes qui sont en entreprise familiale au sein de ce secteur d'activité. Donc, ça permet vraiment de découvrir de manière précise et facile l'album de famille. Et en plus, on a bien hâte de l'avoir et il sort, je crois, la version bêta est déjà sortie en plus, il me semble, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on a déjà 7 bêta-testeurs sur la plateforme, puis officiellement, elle devrait sortir prochainement. À l'automne, début de l'automne 2024. Ça s'en vient. Donc, restez à l'affût. Et d'ailleurs aussi, donc on a parlé un petit peu de tout votre projet. Au final, les données, on se rend compte qu'il y en a partout dans le monde. Ça aurait pu bien être en France ou même ailleurs. Pourquoi le Québec? J'ai cru comprendre que c'était peut-être pour les études, mais y a-t-il autre chose? Alors le Québec, nous, on voulait partir à l'international, explorer, voir nous personnellement comment on pourrait se développer ailleurs. Le Québec, on a reçu quand même pas mal de bons retours. Alors, on connaissait pas du tout le Québec. On n'était jamais venu ici avant d'immigrer finalement. Mais on a eu beaucoup de bons retours. On a vu les opportunités qui existaient. Donc, on s'est lancé finalement. Donc, c'était un projet aussi personnel derrière. Et au fur et à mesure, donc, dès qu'on a bâti l'entreprise, donc 4 mois après avoir immigré, on s'est rendu compte que les problématiques qui existaient en France existent aussi au Québec et plus largement au Canada. Donc finalement, notre projet, on a compris rapidement qu'il pouvait s'étendre non seulement sur le marché domestique, mais aussi à l'international. Donc par rapport à la vision qu'on a aussi, ça correspondait bien. Et est-ce que c'est compliqué du coup en tant que couple d'immigrer dans une position aussi d'entrepreneur ou pas au Canada? En fait, on se jette dans le vide tous les deux. Au moins, on n'est pas seuls. On est vraiment ensemble, unis dans cette aventure aussi. Donc, ça a créé des liens encore plus forts que ce qu'on avait vécu avant. Donc, on était aussi... Avant, on a passé quand même 1 an et demi à distance, donc séparés. Puis on travaillait ensemble dans la même organisation. Donc on a vécu quand même pas mal de défis. Mais là, finalement, puisqu'on avait vraiment la même vision, on a la même persévérance, on a un même socle, ça fait que on a confiance l'un envers l'autre aussi. Puis on se lance dans cette aventure qu'on connaît pas finalement. Puis c'est sûr que ça apporte des enjeux quand même quand on vient immigrer, de toute façon qu'on soit en couple ou pas en couple, mais quand on vient immigrer, ça apporte des enjeux par exemple sur le permis de travail, comment on construit une entreprise alors qu'on n'est pas résident permanent ou citoyen, parce que
il y a beaucoup moins d'aide quand on n'est pas résident permanent. Par exemple, c'est plus difficile d'accéder aux prêts, c'est plus difficile d'accéder aux subventions. Néanmoins, ça n'empêche que quand on est un couple aussi, on peut s'en parler parce qu'on connaît, on vit la même chose. Donc, ça nous permet de nous rassurer aussi ensemble. Ça nous permet de faire face aux différents enjeux qu'il peut y avoir, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais en tant qu'entrepreneur immigrant en plus. Et vous avez un petit peu parlé des défis du coup que vous avez dû surmonter. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ou pas dans cette aventure? Parce que je sais qu'il y en a toujours plein dans les aventures entrepreneuriales. Il y en a plusieurs. Il y avait un défi aussi on a bâti une entreprise à 2. On ne veut pas rester que 2 dans l'entreprise. Donc le fait de grossir aussi, d'avoir une équipe qui doit s'appuyer sur un couple. Dès le début, on leur a dit, voilà, on a un couple dans la vie, mais quand même en entreprise, on s'est séparés, on est professionnels, puis on s'est séparé les choses aussi. Au niveau, donc j'ai parlé de l'équipe, mais il y a aussi au niveau des clients. Donc les clients, il faut qu'ils soient rassurés sur le fait qu'on parte pas, on rentre pas dans notre pays non plus, pour casser le mandat qui est en train de se découler. Et en même temps, que notre couple se brise finalement. Donc, il y a toutes ces choses à voir et à rassurer le client. Donc, dès le début, petite anecdote, quand on a eu notre première cliente, on est arrivé dans son bureau, puis devant la porte, elle nous dit « Bon, je vais briser la glace, est-ce que vous êtes en couple ?» Donc, on a dit oui. Et puis, elle nous a acceptés dans son bureau sans problème. Et pour elle a vu qu'il y avait quand même une espèce de confiance, une harmonie derrière cette vision du couple. Pour d'autres, peut-être qu'elle n'y est pas. Ça dépend toujours des visions de chacun. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais c'est pas trop compliqué de faire une entreprise en couple? Ou alors, vous avez de la chance, moi j'aimerais bien, mais est-ce que c'est possible? Puis, finalement, en termes de danger, est-ce qu'il y en a plus que de le faire avec un ami? Je suis pas sûr. On peut aussi casser une amitié, puis ça a un impact sur l'entrepreneuriat. C'est comme un couple. Moi, je dirais même c'est peut-être plus résistant parce qu'on se connaît au moins. On connaît on évolue de la même manière. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact là-dessus. Mais finalement, on se connaît par cœur. Mais il y a un autre défi aussi qui est rattaché à ça, c'est qu'on en parle tout le temps. Donc, que ce soit au travail ou en dehors, lors des dîners, ou les samedis, dimanches, effectivement, on en parle parce qu'à ce moment-là, on a des idées. Peut-être que l'un en parle et puis l'autre, il est sur autre chose. Donc, ça fait comme... On essaie de s'auto-tempérer chacun pour laisser quand même de la place aux loisirs. On fait encore plus de loisirs, justement, pour ne pas y penser. Et pour finalement, qu'on reste aussi dans notre cocon familial. On s'est dit, on a une règle, c'est que le dimanche, c'est que pour nous, puis on parle ni travail, ni collègues, ni rien en lien avec le travail, finalement, pour se retrouver ensemble. C'est intéressant dans ce que vous dites. Il y a plein de choses là, qui me font penser à plein d'éléments, mais pour revenir justement à la solidité de cette équipe entrepreneuriale-là, il y a justement Isabelle Le Breton-Miller qui est proficiée à HEC et qui l'a vraiment démontré à travers la recherche à quel point le couple est l'équipe entrepreneuriale la plus performante. Puis tu sais, ça passe beaucoup entre autres à travers les valeurs. Tu sais, le fait que vous êtes associés de manière amoureuse, c'est qu'à la base, il y a des valeurs communes que vous chérissez l'un et l'autre qui, quand on amène ça d'un point de vue, tu sais, équipe d'affaires, mais ces valeurs-là aussi se recréent puis se reconnectent. Fait que c'est super intéressant que oui, on a tout le temps cette espèce de réflexion en disant, écoute, si ça va mal dans leur couple, ça va se refléter dans l'entreprise, mais tu le mentionnes très bien, Nicolas, là, si je pars une entreprise avec Naomi, tu sais, peut-être que demain matin, on va avoir une chicane. Fait que l'idée, je pense, c'est de préparer le terrain de manière aussi formelle que dans des relations peut-être amicales ou de partnership qu'on a plus traditionnelles, moins émotifs.
Puis ça, je serais curieuse de savoir de quelle façon, justement, vous avez fait rentrer peut-être les aspects légaux, juridiques dans votre façon que vous êtes associés en tant qu'amoureux à la base, là. Mais en fait, nous, on a eu de la chance finalement parce qu'on était très en accord avec ça. La plupart du temps, c'est vrai que les gens, ils veulent pas penser au pire. Penser au pire, c'est comme si on se préparait déjà qu'il arrive et puis on veut pas qu'il arrive. Mais nous, on y a pensé directement, puis on s'est dit, on va tout faire en sorte pour que si jamais on s'entende plus, comment on pourrait faire en sorte que finalement ce soit le plus juste pour chacun d'entre nous. Donc de dire si on se dispute, si jamais l'un des deux veut partir de l'entreprise mais pas l'autre, comment ça se passe? Puis tout ça, on l'a réglementé, on l'a vu avec notre avocate. Puis on s'est fait une conversation à trois qui a duré 1 ou 2 heures, où à chaque aspect, on réfléchissait tous les trois, qu'est-ce qui paraît le plus juste pour nous deux? Si quelqu'un veut vendre ses parts, il se passe quoi? Est-ce que l'autre aussi vend ses parts ou pas? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a abordées finalement très simplement tous les deux. Puis les aborder, justement, comme tu dis. Moi, j'ai un oncle qui disait souvent, puis c'était plus à propos du mariage, là, mais tu sais, préparer la guerre en temps de paix. On a la tête beaucoup plus claire quand on est encore dans une relation qui va bien. Parce que là, c'est pas l'ego qui prend la place, c'est vraiment dire, OK, de quelle façon, calmement, clairement, on peut mettre sur papier nos désirs, notre vision. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne pratique de se faire accompagner parce que on sait pas ce qu'on sait pas. Puis souvent, ces professionnels-là vont nous poser des questions. C'est un peu comme quand on fait son testament, là. Des fois, ils nous posent des questions, puis on est comme, oh, j'avais pas pensé à celle-là. Mais c'est un peu la même chose quand on fait des conventions d'actionnaires. Des fois, ils nous amènent sur des pistes que si on l'avait fait rapidement sur un coin de table, on aurait laissé peut-être cette zone grise-là qui aurait peut-être été un élément de conflit là, au moment qu'une situation X là, serait arrivée. Complètement. Au départ, avant d'avoir cette conversation avec l'avocate, elle nous envoyait quelques questions, puis on répondait ensemble sur ce qu'on pouvait imaginer de pire. Mais au final, lors de la conversation, on s'est rendu compte que ça peut aller encore au-delà. Puis il y a toujours des chemins en plus à considérer. Mais finalement, on s'y est quand même pris tôt dans l'entrepreneuriat parce que on se dit au moins on est sécurisé derrière, puis on se sent à l'aise. Puis dès qu'on met les points sur les i dès le début, ça fait qu'après on est complètement en phase et puis on est transparent aussi. Et ça se reflète aussi dans nos actions de tous les jours et avec nos collaborateurs, ils sentent qu'il y a comme une cohésion, une harmonie qui est là. Donc cette transparence-là, on la valorise au maximum. Et d'ailleurs, tu as évoqué que vous aviez du coup des collègues, que vous vouliez pas rester à deux. Et je me demandais du coup comment, parce que ça peut être intimidant pour eux des fois de travailler avec un couple, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour les rassurer, pour les aider, pour être à leur écoute aussi? Alors, nous, en termes de recrutement, on est strict dans le sens où on a créé un guide de l'employé, on a créé un guide du recrutement, parce qu'on pense que si quelqu'un intègre l'entreprise, il faut qu'elle soit le plus à l'aise possible avec nous, avec nos valeurs, avec la vision de l'entreprise, avec nos activités. Et on fait une présentation au départ dès que la personne elle arrive, on lui explique la jeunesse de l'entreprise et aussi que ça vient du couple en tant que tel. Donc dès le début, on leur dit qui on est, comment on travaille ensemble, etc. Et comment la personne va travailler avec nous. Et on essaie de la sécuriser comme ça au maximum et de la faire rentrer dans ce cocon-là. Est-ce que... parce que je lisais un article avant puis sur les bonnes pratiques à mettre en place, puis là, je les mets un peu partout là, dans la discussion. Mais un de ça, c'était justement des fois puis on le voit aussi dans les entreprises familiales où c'est des relations entre fratries ou des relations parents-enfants, mais la façon qu'on se comporte en tant qu'associés, mais aussi en tant que couple devant nos employés. Est-ce que vous faites attention à ça, autant dans la façon que vous interagissez quand ça va bien, mais aussi dans la façon qu'on interagit quand ça va moins bien? Parce que des fois, avec des gens qu'on connaît, on a tendance à être plus direct, à être moins poli, à être moins dans la dentelle. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous prêtez attention quand vous êtes avec votre équipe?
Oui, énormément. Et puis ça, c'est un bon point parce que dès le début, ce qu'on voulait, c'était faire la distinction pro-perso. Donc, directement, à chaque fois, on leur dit, nous, dans la vie professionnelle, on est des collègues. Puis on est juste des collègues. Après, c'est sûr que ça déborde quand même des fois. Il peut y avoir des surnoms qu'on donne et puis qu'on donne normalement dans la vie perso, pas auprès d'un collègue. On peut aussi se chicaner de manière un peu plus facile, un peu plus rapidement parce que on se connaît très bien. Mais après, est-ce qu'on se chicane plus facilement que si on avait été juste des amis ? Je sais pas. Peut-être que c'est de la même manière. On a heureusement un tempérament assez calme, donc ça arrive rarement. Puis, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça à chaque fois à faire attention, parce qu'il ne faudrait pas laisser penser que finalement, qu'on est deux dans l'affaire, et puis qu'ensuite, il y a nos collaborateurs. On veut les intégrer dans ce groupe-là, on est tous ensemble, on est tous les 7, puis c'est ça qui compte. Puis on essaie au maximum de les inclure dans ce cocon. Par exemple, on fait des blagues à l'un et à l'autre, on essaie de comprendre ce qu'ils aiment faire en dehors de l'entreprise. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est partir en voyage? On essaie de les rendre à l'aise le plus possible. Si on se chicane ou si on essaie au maximum de se mettre dans une pièce à part pour qu'ils ne le voient pas. Mais si on est stressé, par exemple, tous les deux, ou l'un des deux est stressé, les collègues le sentent aussi. Puis en général, ils viennent à nous pour nous demander comment ça va, etc. Et puis on essaie de leur dire, là, en ce moment, c'est un petit peu tendu, ces 2 prochaines semaines, donc il va falloir faire ça. Puis après, dès que ça va mieux, on les récompense au maximum. On se fait des petits déjeuners ensemble, on se fait des activités ensemble finalement. Puis tout ce qui est relations tous les deux comme des accolades, on essaie au maximum de ne pas les faire. Ou on s'est mis des rituels ou des signes qui font que on reste quand même professionnel. Puis on a l'avantage qu'on était collègues avant d'être en couple aussi. Donc on a eu quand même ce détachement au départ. Puis après, on est devenu en couple et après entrepreneur. Puis je serais aussi curieuse d'une autre question parce que, là, Nicolas, tu l'as mentionné, vous avez tous les deux des tempéraments calmes, mais des fois, ça doit arriver là, des discordes. Tu sais, dans un monde traditionnel de travail, quand j'ai un conflit avec un collègue, quand j'arrive chez nous le soir, c'est mon conjoint ou ma conjointe qui est ma personne à qui je me défoule puis je raconte ma journée puis qui tempère un peu la situation. Dans le cas où on travaille avec cette personne-là puis que c'est souvent peut-être, je sais pas souvent, mais c'est peut-être cette personne-là qui est à la source un peu de mon émotion, là. Est-ce que vous vous êtes trouvé des piliers vers qui vous retournez, vous, quand il y a le temps d'échanger ou de décompresser vis-à-vis de l'autre? Finalement, comme on a aussi immigré, on a très peu de personnes autour de nous avec qui on peut se confier. Et ce qu'on a fait, c'est que ça arrive très rarement, ça doit arriver peut-être 1 ou 2 fois par an, où on revient à la maison puis on est encore en colère. Puis ça, c'est pas de chance. On se laisse tous les deux le temps de se calmer, puis de revenir quand c'est bon, puis on n'en reparle pas. Puis on sait que c'est juste sous le coup de l'émotion. Puis après, on va se remettre à parler, puis on va se remettre d'accord par la suite le lendemain matin. Mais c'est plutôt ça, de se laisser le temps à chacun de souffler. Et de revenir après lorsque l'un ou l'autre ou les deux ont envie d'en discuter. Et puis, à ce moment-là, on est clair sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Pour ne pas le reproduire après ou pour en tout cas essayer de ne pas le reproduire. C'est quand vous dites vous partez, vous faites une marche ou c'est ça? Quand vous dites vous revenez? Oui, en général, parce que forcément, lorsqu'on quitte le bureau, on va en direction de la maison, puis le chemin est le même. Donc, on essaie de pas. Ça nous est arrivé peut-être 1 ou 2 fois de ne pas rentrer ensemble. Juste le temps d'être tout seul en fait dans notre bulle, puis de se calmer par rapport à une situation
stressantes où on s'est chicané. Et juste après, dès que l'un a fini, en général, moi, je mets plus de temps à digérer que Nicolas. Donc, lui, il vient petit à petit, puis je sens que là, il a terminé. Donc, moi, il me faut un petit peu plus de temps. Et puis après, j'arrive vers lui petit à petit. Et puis là, on communique ensemble et puis c'est terminé. Mais ça dure pas très, très longtemps parce que le lendemain, on est au travail. Et puis, il faut continuer de travailler ensemble. J'imagine aussi ça doit être dur des fois, comme vous dites, quand tu immigres dans un pays, souvent t'es seul. T'arrives, voilà, vous avez de la chance d'arriver en couple, mais justement, vous avez peut-être pas forcément ce confident. Puis même quand on veut appeler nos proches, au final, on se dit, ah mince, faut toujours penser au décalage horaire. Puis ce qui est un peu dommage avec Montréal, c'est qu'on a 6 heures de décalage horaire avec la France. Ils sont en avance sur nous. Donc nous, souvent, quand on termine nos journées de travail, ils sont déjà soit sur le point de se coucher. Donc c'est un peu compliqué de les appeler là-dessus. Donc je peux comprendre que ça peut être dur par moment de pouvoir les appeler et se décharger. Mais est-ce que vous avez aussi peut-être fait des piliers ici, quand même, un bon réseau d'amis sur qui vous reposez de temps en temps? C'est aussi important là-dessus. On a un bon réseau d'amis, surtout les entrepreneurs ici à la base. On essaie au minimum de faire transparaître quand même. Nous, on est assez réservé. On veut jamais exprimer vraiment ici il y a une perturbation quelconque. Puis à nos proches, on veut pas vraiment leur dire tout le temps si ça va ou ça va pas parce qu'on veut pas les inquiéter non plus. Bon, il y a des moments où on leur exprime des choses forcément. Puis là, ils nous rassurent. Mais c'est lorsqu'on est quand même un peu plus avancé, et puis on sait que ça va bientôt se régler. Ce problème va bientôt se régler, puis c'est à ce moment-là où on leur dit. Mais en général, on est tous les deux. On travaille sur ça que tous les deux. Puis est-ce que, parce que tantôt, je pense, Elisa, tu l'as mentionné, on communique beaucoup, on est des bons communicateurs. Puis c'est le danger, des fois, quand on travaille avec des gens qu'on connaît trop bien, c'est qu'on dit « Ah, je sais ce qu'elle pense » ou « Ah, j'aborderai pas ça parce que je sais déjà la réponse ». Est-ce qu'il y a des fois, puis même quand ça va bien, là, est-ce que vous avez un peu le réflexe ou une routine de dire « Ah, à X nombre de semaines ou à chaque trimestre, on prend un temps d'arrêt puis on prend le pouls de « OK, est-ce que toujours aligné, tout le monde va bien? » Bref, est-ce qu'il y a des moments où on s'assure vraiment de comment l'un et l'autre se sentent, puis qu'il n'y ait pas de non-dit qui, au final, si ça s'accumule, finalement, ça va avoir un impact négatif? C'est pas quelque chose qui est très formalisé en tant que tel. On ne dit pas, tiens, là, une fois, je sais pas, le premier mois de chaque trimestre, on décide d'en parler. Mais c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement, quand même, pour être sûr pour se rassurer, en fait, d'abord. Est-ce qu'on est tous les deux toujours aussi bien alignés? Est-ce que notre projet de vie, c'est toujours le même? Est-ce que c'est un peu dévié, nos aspirations? Parce que forcément, on évolue des fois tout seul dans sa tête, là, à se dire « Ah, finalement, c'est pas ce que je pensais », puis on réfléchit, puis le fait d'en parler, ça permet aussi de voir qu'on évolue de la même manière, c'est vrai. C'est important de le faire parce que si on n'est plus aligné de la même manière ou si on n'évolue pas de la même manière, ça veut peut-être dire qu'on doit aborder l'entreprise peut-être différemment ou alors que celui qui l'envisageait autrement à travers ses réflexions, pourquoi il le fait en fait? Pourquoi il réfléchit de cette manière-là? Juste de pouvoir s'échanger, d'être transparent l'un envers l'autre. Et aussi, je me demandais un petit peu comment vous répartissez au final les rôles et les tâches au sein de l'entreprise, parce que vous avez dit que vous étiez complémentaires, que du coup vous étiez dans la transparence, mais comment ça se reflète au travail? En fait, on s'est finalement séparé les tâches. Nicolas, puisqu'il a pris aussi une formation en analyse de données, moi en entrepreneuriat et innovation. Lui, il était plus dans la technique, puis il aime toutes les nouvelles technologies, toutes les nouveautés. Il est toujours à l'affût de nouvelles idées. Donc, il s'est pris naturellement, finalement, la charge d'avoir pour responsabilité le management de l'équipe technique et son recrutement. Donc, il est plus sur cette partie-là, mais aussi il est très dans le relationnel. Donc, tout ce qui est commercialisation, ça le motive aussi. Puis, en tant que dirigeant aussi, on doit
il y a toujours une part de visibilité qu'on doit mettre de l'avant. Puis moi aussi, plus commercialisation, marketing, réseaux sociaux, communication au maximum pour montrer l'entreprise, pour montrer sa valeur ajoutée, pour montrer ce qu'on fait. Donc on s'est comme ça finalement réparti les rôles chacun l'un et l'autre, plus Nicolas calcule, finance, moi plus dans l'imaginaire, dans l'innovation, dans la créativité. C'est marrant de voir que le côté féminin est des fois un peu plus créatif dans votre relation en tout cas. Et Nicolas très dans les données. C'est marrant de voir cette répartition. Et je me demandais si vous aviez un conseil à partir de votre expérience, de votre histoire à tous les deux, de votre couple, à donner à tous les couples ici qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il ? Si en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant « j'ai envie d'entreprendre avec mon conjoint ou ma conjointe ». On trouve ça inspirant que vous entrepreniez tous les deux. Mais est-ce que je peux entreprendre avec mon conjoint ou avec ma conjointe ? C'est la question qu'on a le plus souvent. Alors nous, on les connaît pas, donc c'est compliqué de leur dire oui, tu peux ou non, tu peux pas. Mais c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on peut travailler déjà avec son conjoint ou sa conjointe ? C'est pas parce que on vit ensemble, qu'on s'aime beaucoup, qu'on peut travailler ensemble. Puis à l'inverse, il y en a certains qui disent mais moi je pourrais pas, c'est compliqué. Est-ce que je peux travailler avec mon conjoint ou ma conjointe, c'est-à-dire se voir presque toute la journée, ou même se voir toute la journée? Bah oui, on peut aussi parce qu'on se voit pas de la même manière. C'est pas parce que le soir à la maison on se voit en tant que conjointe que on se voit au travail, en fait, on se voit en tant que collaborateur. Je leur dirais, d'abord, c'est une question à se poser entre eux. Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble ? Et ensuite, si on est capable de travailler ensemble, pourquoi pas essayer ? Mais d'être ouvert à l'idée de se dire, à un moment donné, peut-être que ça ne le fera pas pour l'un ou pour l'autre. Et puis, il ne faut pas que ça vienne entacher la vie perso. Faire toujours cette distinction vie perso, vie pro. Ça, c'est important pour quand on entreprend en tant que couple. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de communication et de compromis. Il est important d'être complètement soi-même devant son partenaire d'affaires et son partenaire de vie pour dire, OK, là, je peux pas continuer, par exemple, puis j'ai fait ma part, je veux arrêter. Donc, d'être toujours dans cette transparence-là. Et puis, le compromis aussi, il est, par exemple, sur le chemin dès qu'on vient au bureau. On est tous les deux. Nicolas, il commence à me parler du travail. Moi, à ce moment-là, par exemple, je peux pas. Je suis pas encore dans l'idée de commencer à travailler, par exemple. Puis, au début, une fois, je lui ai dit, et puis depuis, il sait que à ce moment-là, c'est mon petit cocon où je commence à me... Je suis bien dans la nature, puis je suis sur ma route, je pense à autre chose. Donc il le sait, et puis il le fait plus. Donc il y a une part de compromis aussi, même s'il a vraiment, je sens des fois qu'il a une idée à me dire là tout de suite. Mais moi je suis pas prête à prendre cette idée en ce moment. Mais dès qu'on arrive au bureau, c'est là où il me dit toutes ces idées qu'il a eues pendant le chemin. Et puis là je suis complètement réceptive et puis on peut commencer à parler. Donc il y a cet aspect aussi de compromis l'un envers l'autre parce qu'on est des personnalités différentes. On est quand même des personnes différentes. Et il faut s'adapter l'un et l'autre à ce que l'autre aime et l'un aime finalement. Merci beaucoup pour ces mots inspirants. C'est vrai que moi aussi à un moment j'ai voulu me lancer en affaires, pourquoi pas avec mon conjoint. Mais au début c'était lui qui poussait et puis maintenant c'est lui qui recule. Il y a eu comme un changement des rôles. Mais c'est très intéressant puis c'est vraiment de bons conseils pour, je suis sûre, à tout le monde qui nous écoute ici. En tout cas, merci pour tout. Puis à une prochaine, peut-être, en tout cas dans les couloirs, c'est sûr. Merci. Bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et amené des réflexions pour contribuer au succès de votre entreprise familiale. Famille en Affaires HEC Montréal,
c'est avant tout une porte d'entrée pour les membres d'entreprises familiales qui vivent des enjeux et des défis. Nous sommes un peu comme le médecin généraliste des entreprises familiales si l'on veut. Écrivez-nous à familleenaffaires@hec.ca ou appelez-nous au 514-340-1804 pour discuter librement et gratuitement de votre situation. Si vous êtes encore là, n'hésitez surtout pas à soutenir notre podcast en laissant un like et en le partageant aux familles en affaires autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous pouvez également retrouver tous nos outils et ressources sur notre site web familleenaffaires.hec.ca ou encore sur notre chaîne YouTube Famille en Affaires HEC Montréal. Pour suivre l'actualité des entreprises familiales québécoises et nos événements, vous pouvez nous suivre sur Facebook et LinkedIn @Famille en Affaires ou encore vous abonner à notre infolettre en visitant notre site web. Puisque vous êtes toujours là, sachez que nous avons une multitude de programmes afin d'aider les relayeurs et les repreneurs offerts en ligne et ou en présentiel. Nous offrons le circuit sur la voie de la relève qui permet aux repreneurs potentiels de se positionner en tant que relève dans l'entreprise familiale et de trouver leur X dans l'entreprise familiale. Il y a aussi Puissance IF qui permet aux repreneurs de développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers la conception d'un projet innovant à impact au sein de l'entreprise dans l'objectif de pousser la relève à laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Dans le même esprit, nous avons aussi Puissance IF agricole, adapté aux entreprises familiales de ce secteur. Le concept est le même. Aider la relève agricole à développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers un projet innovant et responsable qui va au-delà de l'agriculture conventionnelle pour laisser leur marque dans l'entreprise agricole et faciliter le transfert de l'entreprise. Bâtir ensemble est un programme conçu spécialement pour les duos repreneurs et relayeurs. L'objectif est d'apprendre à travailler en équipe dans un contexte multigénérationnel et d'établir un plan concret afin d'assurer un transfert fluide et harmonieux de l'entreprise familiale. Pour finir, nous avons des formations plus courtes, comme un atelier sur le conseil de famille. Restez à l'affût. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement à l'un de nos événements au programme, nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et nous vous remercions encore une fois pour votre écoute. À bientôt!